Bonjour et bienvenue dans Histoire de sportifs. Je m'appelle Olivier et comme d'habitude, en tout cas le plus régulièrement possible, je vous emmène à la rencontre de sportives et de sportifs qui nous partagent leur quotidien ou leurs aventures. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est tout à fait normal. Même si je suis quasiment en face du Mont Blanc, je suis dans l'usine Simon, marque très connue des alpinistes, et c'est ici que nous allons rencontrer Michael, guide de haute montagne. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Grandes Jorasses, sommet mythique des Alpes dans le massif du Mont Blanc entre la France et l'Italie. En tout cas, c'est le terrain de jeu de Michael. Alors ce que je vous propose, c'est de faire l'ascension avec lui. Prenez vos piolets, vos mousquetons et suivez le guide. Quand t'es avec des copains en montagne, en fait, moi mes meilleurs potes, c'est aussi mes compagnons de cordée. Tu vis des choses tellement fortes que derrière, ta relation, elle est vraiment plus forte et il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Salut à tous, je m'appelle Mickaël, j'ai 27 ans. Comme métier, je suis ingénieur produit chez Decathlon pour la marque Simon, donc c'est la marque d'alpinisme et d'escalade. Je m'occupe du développement des piolets, des crampons et des broches à glace. Et en parallèle de ça, je passe la formation de guide de haute montagne. J'ai commencé à grimper aux alentours des 10 ans avec la MJC à Saint-Gervais. Et j'ai fait ça parce que mon père faisait un peu d'escalade quand il était jeune. Et j'avais trouvé ça cool. Et donc j'ai bien aimé, j'en faisais pas mal. Puis après, j'ai commencé à grimper avec mon père quand j'avais 12 ans. Et il m'a emmené, donc lui il était tout content, il pouvait recommencer l'escalade. Et en fait, j'ai très vite trouvé ça chiant. Et je détestais ça. En fait, je savais que le samedi, c'était le moment où il fallait aller grimper et j'avais pas envie de faire ça en fait. Et parce qu'on allait toujours au même endroit et que j'étais toujours avec mon père. Et même si on s'entendait très bien, il y avait ce moment où ouais, j'avais pas forcément envie de faire ça. Et il m'a plus ou moins dit bah allez, je vais t'inscrire à un stage de 4 jours avec le CAF, donc c'est la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne. Et en fait, à Saint-Gervais, il y a des guides qui organisent des sessions de temps en temps pour emmener les jeunes. Et donc là, il m'avait dit, bah, je t'inscris à ce truc-là et tu verras bien. Moi, j'avais pas trop envie d'y aller. Là, j'avais 14 ans. Et j'y suis allé quand même. Et en fait, ça a été une révélation. Genre, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire de ma vie. Enfin, vraiment, je suis rentré de ce truc-là et j'ai grimpé à partir de ce moment-là, j'ai grimpé tout le temps. Et donc j'ai toujours rêvé de devenir guide de haute montagne, en plus d'être moniteur, parce que ça me permettrait de vivre de la montagne tout le temps. Et pour valider le diplôme de guide de haute montagne, il faut réaliser un certain nombre d'ascensions. Donc déjà on a la formation qui est assez longue, on a plusieurs semaines de formation, et au milieu de ces semaines, il faut faire des ascensions avec des copains. Il faut faire des ascensions avec des clients et il faut aussi faire des ascensions avec d'autres guides en les suivant et en regardant exactement ce qu'ils font. Et moi, l'aventure que je voulais vous raconter, c'est l'ascension d'une course engagée. Donc on appelle ça comme ça. Pour la formation, ils demandent d'en réaliser 2. Donc c'est des ascensions de parois assez longues. C'est assez dur techniquement et on ne peut pas vraiment redescendre. On ne peut pas faire une marche arrière dans la paroi, par exemple, parce que souvent c'est trop difficile. Le seul moyen, c'est de sortir par le haut. Et donc il faut quand même être assez fort techniquement pour pas avoir de problème et arriver en haut. Et puis après, il y a le retour qui est souvent aussi un petit peu dur. Et c'est des ascensions qui sont relativement longues. Donc en fait, moi j'ai décidé de faire la face nord des Grandes Jorasses par l'éperon Walker. Donc c'est le nom, le sommet s'appelle Walker. C'est l'éperon, donc c'est là où on grimpe, et la voie qu'on va emprunter, c'est la voie Cassin. Donc réalisée en 1938 par des Italiens. Pour la petite anecdote, c'est les Italiens, ils sont arrivés à Courmayeur et ils connaissaient pas du tout la paroi, ils savaient juste que c'était la dernière à faire. Et c'était des gars super forts. Ils avaient une carte postale. Ils sont allés demander aux villageois où était cette paroi. Et on leur a dit faut monter au col du Géant, faut redescendre, et puis la première vallée à droite. Et donc eux, ils sont arrivés comme ça. Ils se sont retrouvés au pied de la paroi et puis ils sont montés en 3 jours. Et c'était les premiers à réaliser cette face. Moi j'y suis allé avec Loïc, c'est un copain de ma promotion de guide et on est un peu dans la même optique, on aime bien, on sait qu'il faut aller plutôt assez vite parce que plus on va vite, plus vite on est en haut et plus vite on est en bas et on évite les galères, le mauvais temps. Puis voilà, on aime bien les belles voies, on s'entend assez bien, on n'a pas trop besoin de se parler quand on grimpe.
Donc l'organisation, c'est quand même un peu de stress. À partir du moment où on décide qu'on va y aller, moi j'ai un petit peu le stress qui commence à monter parce que c'est pas anodin comme voie. C'est des choses qui sont mythiques, on nous en parle depuis qu'on est enfant dans la vallée. Il y en a pas tant que ça qui l'ont réalisé cette voie. Il faut les bonnes conditions, donc pas trop de glace parce que sinon c'est compliqué et pas trop sec parce que sinon les pierres tombent. Et puis il y a la longueur, il y a est-ce que tout va bien se passer, est-ce qu'on va être en état de continuer. La fatigue, moi j'avais quand même enchaîné 4-5 jours à faire des Monts Blancs. Mais bon, on y croit, on a vraiment envie d'y aller. Donc on organise petit à petit, donc c'est savoir l'organisation, c'est assez important, c'est de savoir quel matériel on va prendre. Est-ce qu'on va prendre les gros coinceurs, les petits, combien de dégaines. Les dégaines, c'est les mousquetons qu'on va clipper sur les points en place. Donc en fait, plus on prend de matériel, plus on est en sécurité, mais plus on est lourd. Et là, l'idée, c'est de monter le plus vite possible, donc pas être trop lourd et pas trop se fatiguer. Parce que la voie, elle fait 1200 mètres d'escalade. Donc on commence à 3000 mètres et on sort à 4200 mètres. En haut, du coup, les 4000 mètres, on commence quand même un petit peu à avoir du mal à respirer. Donc c'est pour ça, plus on est en forme et plus on est léger, plus ça sera facile. Et niveau technique, on est dans le 6e degré. Pour ceux qui connaissent, on est environ dans du 6A. Mais du 6A avec très peu de protection. C'est à nous de mettre les protections en place, vu que c'est une très vieille voie. Et il y a beaucoup de recherche d'itinéraire. On n'a pas une ligne à suivre et on est tout le temps en fait en train de chercher son chemin. Et si on se trompe, on peut vite se décaler de 20 mètres et de se retrouver dans un pas trop difficile et pas pouvoir monter. Donc on prépare donc voilà le matériel et le topo. On essaie de trouver le plus d'informations possible sur cette voie. Donc on cherche sur les réseaux, sur internet, sur des gens qui l'ont réalisé, trouver des photos. Et donc nous on avait prévu de dormir au refuge de l'Échaud. Donc c'est un petit refuge situé au pied de la face. Et on s'était dit qu'on le ferait à la journée. Donc partir très tôt et rentrer très tard. Il y a 2 options pour cette voie, c'est soit on le fait à la journée en dormant au refuge comme nous on voulait faire, soit on le fait en 2 jours et en dormant dans la paroi. Nous, dormir dans la paroi, ça nous intéressait pas trop, parce qu'il faut trimballer le matériel pour bivouaquer et de l'eau, enfin plein de choses, et on préfère aller vite à la journée. Donc en matériel, on a pris pas mal de choses, mais on avait quand même prévu en plus un petit réchaud, tout petit, et une couverture de survie dans laquelle on peut se mettre à 2, enfin une espèce de sac de couchage de survie, mais qui fait 150 grammes. Donc autant vous dire que ça fait quand même pas très chaud à l'intérieur. Mais c'était au cas où qu'il nous arrive quelque chose, si on doit passer une nuit dehors, on y arrivera, on est en plein été, et on aura un peu froid, et puis on pourra se faire chauffer de la neige pour boire de l'eau avec le réchaud. Donc on prépare tout, et ils annonçaient... Donc là, on commence à préparer à partir de mardi, on commence à se poser des questions. Et on hésitait à partir le samedi. Finalement, on est parti le dimanche parce qu'il y avait une journée de grand beau temps le samedi. On s'était dit que ça ferait un peu sécher la face. Et donc, on a mis 3 heures pour arriver au refuge. Et on est arrivé en plein milieu de l'après-midi. Et on était les premiers. Et donc là, on est vraiment au pied. On regarde la face, elle nous domine. En fait, c'est quelque chose qui m'a marqué par rapport à la voie que j'avais fait à l'envers du Mont Blanc. C'est que j'avais dormi à un autre refuge beaucoup plus bas pour le Mont Blanc. Et on était super loin de la face, super loin de tout. Donc on est moins absorbé par cette montagne. Alors que là, à l'Échaud, on est vraiment contre la paroi. On peut dire on est littéralement au pied du mur. Et la paroi, elle fait 1000 mètres de haut, voire plus. Et elle doit faire plusieurs milliers de mètres de large. Donc en fait, c'est un énorme mur. Et donc de loin, tout est gros. Donc on se dit, en fait, c'est pas si gros. Mais on a commencé à jumeler parce qu'il y avait des jumelles au refuge. Et c'est là qu'on se dit, en fait, il y a des petits gens qui grimpaient. Et quand on regardait les gens, on se dit, ah ouais, c'est vraiment, ils sont vraiment tout petits. Donc la barre, elle est grande. Et donc voilà, on regarde, on se boit, on s'est bu un soda. On n'a même pas bu de bière. C'est assez, ça m'a marqué parce que normalement, on boit toujours une bière en arrivant au refuge. Et là, je sais pas, le stress, se dire qu'il faut rester toujours serein. On a bu un soda. Et en fait, juste après, il y a 3 personnes qui sont arrivées. Il y avait Ben, qui est partenaire Simon, et il est coach en fait du Géant. C'est l'équipe, un peu l'équipe de France d'alpinistes. C'est une équipe où ils restent pendant 3 ans à faire des grandes voies. C'est des gens très très forts. Et puis au bout des 3 ans, ils vont faire une expédition. Et donc là, il y avait Ben qui est le coach avec 2 élèves entre guillemets. Et eux, ils allaient faire une voie
vraiment plus dur à droite de nous, donc la voie Manicua sur l'éperon Cros. Et donc en fait on s'est retrouvé à préparer tous nos voies en même temps à côté, à jumeler la paroi, à tout préparer, à se poser des questions. Et la chance qu'on a eue nous, c'est que Ben, le coach, avait déjà fait la voie qu'on voulait faire avec une cliente il y a quelques années. Et donc en fait il nous a vraiment aidé à nous dire bon bah là les gars, au départ faudra passer plutôt à droite, plutôt à gauche, là faudra monter tout droit. Et en fait on a absorbé le plus d'infos possible, on a vraiment passé beaucoup de temps à regarder le départ parce qu'on savait qu'on ferait tout le départ de nuit. Et si on gagne beaucoup de temps au départ, en fait c'est du stress en moins et après on est lancé dans l'ascension et puis après ça déroule bien. Et donc on se lève à 1h, on prend notre petit déjeuner avec l'équipe de Ben. C'est sympa en fait, ça permet de relativiser un petit peu, d'échanger, on n'est pas que entre nous de notre cordée. Donc c'est quand même des moments plus relaxants. On a fait toute l'approche ensemble, donc on est parti à 1h30 du matin du refuge et on a mis 2 heures pour aller au pied de la paroi. On était assez contents parce qu'on avait prévu de mettre 3 et ça a avancé plutôt bien. Et donc voilà, on arrive au pied, il est 3h30 du matin, donc nuit noire. Et on devait attaquer le pilier directement par le rocher. Et là, on a eu de la chance, c'est qu'il y avait encore de la neige. Donc on a pu gratter un petit peu en montant à droite de l'éperon rocheux. Et on est monté environ 70 mètres dans la neige. Et ça nous a permis d'éviter la première longueur de rocher que Ben nous avait dit qui était très dure. Et Ben, c'est un très très fort grimpeur, il a fait 9A, enfin les cotations les plus dures. Et quand lui nous avait dit que c'était assez dur, on s'est dit bon bah là, si on peut l'éviter, ça nous arrange. Et ça c'est des parties à l'époque qui faisaient pas en fait les premiers ascensionnistes parce qu'il y avait tellement de neige et de glace qu'ils attaquaient beaucoup plus haut. Mais là avec le retrait des glaciers et puis avec cette neige en moins, on est obligé de commencer au plus bas. Donc voilà, nous on a réussi à quand même monter 70 mètres et après on arrive dans une partie qui est pas très dure. Mais on est dans du rocher et c'est un peu du rocher sableux. C'est pas très raide en fait. On pourrait ne pas s'encorder parce que c'est plus comme si on montait dans une pente très raide, un peu avec des cailloux en montagne. Mais voilà, là on s'encorde quand même parce que il faut la sécurité. Et donc là on a progressé en corde tendue, c'est-à-dire qu'on avance en même temps. On est encordé environ à 30 mètres. Et le premier, il avance, il met des points de protection. Et le deuxième, il le suit en enlevant les points de protection. Et il y a toujours 2 ou 3 points entre nous. Comme ça, s'il y en a un qui chute, et bah, on fait une chute de quelques mètres. Et on se retient. Et on tombe pas jusqu'en bas. Et donc là, on a avancé assez bien. Mais il fallait quand même vraiment se méfier. Parce que qui dit tas de sable et pierres, dit que les pierres peuvent tomber facilement. Et quand on avance en corde tendue, si on fait tomber une pierre sur son collègue en bas, ça peut vite être compliqué. Et on arrivait au premier relais. Donc dans le topo qu'on suivait, c'était le R0, donc c'est-à-dire relais numéro 1. Sauf qu'en fait, on avait déjà fait 200 mètres d'escalade. Donc sur les 1200, il nous en restait 1000. Et surtout, il nous restait, d'après le topo, 37 longueurs. Donc voilà, bah, c'est là où ça commence vraiment on est vraiment engagé parce qu'à partir de ce moment-là, bah, il faut grimper, la descente, elle va être plus compliquée. Et donc là, on met nos chaussons d'escalade. Il est 5h du matin et on sort la deuxième corde parce que jusqu'à présent on n'en avait mis qu'une. Et là on s'équipe voilà, pour grimper. On sait que les 37 prochaines longueurs on sera avec les chaussons. On va grimper comme les grandes voies qu'on a l'habitude. Donc il y en a un qui monte, il fait monter le deuxième. Après il remonte, il refait monter le suivant. Puis on va avancer comme ça. Et donc Louis qui fait la première longueur qui était censée être une dalle. On n'a pas vu de dalle mais c'est pas grave. On est arrivé au pied du fameux dièdre Rébuffa. Donc Rébuffa c'est le deuxième ascensionniste de la voie et donc c'est un peu la première grosse difficulté de la voie et pour moi c'était la difficulté la plus dure parce qu'il faisait quasiment nuit encore, c'était 5h30 du matin et on est encore très froid, enfin on n'est pas du tout dedans et direct on va devoir grimper dans du dur et en fait je pars dans cette voie et je me retrouve un peu en difficulté alors qu'ils annonçaient la cotation c'est 6A hein, normalement, enfin pour moi c'est quand même pas très dur. Et là, je me retrouve dans une difficulté, mais quand même pas très drôle. J'avais peur de tomber, c'était un peu difficile de se protéger. Et finalement, j'ai réussi à sortir la voie. Et donc voilà, on était à ce relais-là.
Et c'est assez marrant parce que la veille, quand on jumelait du refuge, on voyait 2 personnes qui montaient. Ils étaient très bas en plein milieu de l'après-midi. Et c'est un peu là où c'est le plus dangereux, en bas, en plein milieu de l'après-midi, parce qu'il y a les chutes de pierre qui commencent à arriver. Il y a un peu la neige qui fond, c'est un peu dangereux. Et on voyait ces 2 personnages là qui montaient vers 15h au tout départ. On comprenait pas trop. Et en fait, ils étaient au sommet de ce dièdre en train de bivouaquer. Et donc moi, quand je suis arrivé pour assurer Loïc, j'ai dû crier relais pour lui dire que j'étais en haut, qu'il allait pouvoir grimper. Et en fait, j'osais pas trop crier parce qu'il y avait les 2 gars qui dormaient là juste à côté de moi. Et en fait, j'assure Loïc. Et c'est au moment où il est arrivé que là, ils se sont réveillés. En fait, ils avaient pas du tout entendu que j'étais là depuis le début. Et c'était assez marrant, ils étaient tous les 2 comme ça en train de dormir dans leurs rêves. Et moi, j'étais en train d'assurer à côté mon collègue. Ça faisait déjà 3 heures qu'on était partis, on était à fond. Et là, d'un coup, ils nous ont vus, et là, ils ont un peu paniqué parce qu'ils comprenaient pas ce qui leur arrivait. Ils étaient tranquilles sur une paroi à dormir, et puis d'un coup, ils voient 2 mecs à côté d'eux. Et donc, là, ils sont vite dépêchés à se lever, à se réveiller, à se dire bon, bah, faut peut-être qu'on y aille. Mais je pense que si on les avait pas réveillés, autant ils faisaient une grasse matinée, ils étaient tranquilles. Et donc, nous, on était déjà très contents de les doubler à ce moment-là, parce que c'est un peu la crainte dans ce genre de voie d'avoir des gens devant qui nous ralentissent. Et c'est toujours un peu difficile de doubler les gens. Et donc voilà, là on les a doublés, ils étaient encore en train de prendre le petit déj, donc on était largement devant eux. Après on savait qu'il y avait 2 autres personnes qu'on avait jumelées qui étaient très très haut dans la paroi, donc aucun stress pour eux, enfin on savait qu'ils nous gêneraient pas. Donc à partir de ce moment on a fait le dièdre. Là on a une grande traversée assez facile. Donc on a quasiment 4 longueurs. Donc c'est plus de 100 mètres de traversée. Donc c'est un peu compliqué après de revenir en arrière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on veut revenir en arrière, c'est toujours un peu compliqué quand on commence à faire des grandes traversées comme ça, monter droit, retraverser, remonter, traverser. Et donc là voilà, on fait cette traversée en essayant d'aller assez vite. Et puis après on arrive au pied du dièdre de 75 mètres. Donc tous ces noms là c'est des noms assez mythiques parce que dans le topo en fait c'est des passages clés. Et le dièdre de 75 mètres, comme son nom l'indique, c'est un dièdre en fait, c'est un peu comme donc on disait tout à l'heure le dièdre Rébuffa, c'est comme des livres ouverts en fait, c'est comme un coin de mur. Et on va monter un peu en écart entre les 2 parois, puis il y a une fissure au milieu. Et là ce dièdre en fait il est super connu parce que on peut faire une photo assez sympa. Et puis au sommet de ce dièdre, et bah là on arrive et à partir de ce moment-là on prend un peu conscience de l'ampleur. Parce qu'avant on est au pied de ces dièdres, c'est assez logique, assez évident, on sait qu'il faut suivre ce coin de mur. Par contre quand on arrive au-dessus, bah là on se retrouve un peu dans une face hyper large, un peu plus plate, et on peut vraiment se perdre facilement. Donc là la chance qu'on a eu nous, c'est qu'on voyait une corde dépasser un peu plus haut. Mais une vraie corde, hein, au moins 50 mètres accrochée. Et en fait, on a assez vite compris que c'était le rappel pendulaire. En gros, un rappel pendulaire, ça veut dire que on monte, et à un moment, il faut faire un espèce de rappel. Donc on redescend, et en faisant un petit pendule, donc on se laisse balancer, et on va essayer de traverser pour rejoindre une autre terrasse, et repartir à la suite. Donc ça veut dire qu'on monte tout droit, et d'un coup, on se laisse descendre, on traverse assez loin à droite, et puis après on va remonter. Et donc c'est là où on a vraiment le passage où on ne pourra plus revenir en arrière. Parce qu'une fois qu'on a traversé ces quelques dizaines de mètres, le retour on peut pas le faire puisqu'on était descendu en rappel, c'est que c'était trop difficile. Donc on sait qu'à ce moment-là on est un peu engagé dans la paroi. Donc nous on est monté, donc après le dièdre on rejoint facilement cette corde du rappel pendulaire. Et elle nous a finalement fait gagner beaucoup de temps cette corde, parce que au lieu de faire la manipulation de se désencorder, faire le rappel, descendre, traverser, se remettre la corde et remonter, et ben on est descendu directement sur cette corde qui était attachée là. Alors c'était un peu risqué parce que cette corde on sait pas depuis combien de temps elle est là, qu'est-ce qu'elle a vécu, pourquoi elle est là. Mais Louis qui a été en premier, je l'ai assuré d'au-dessus et on a vu qu'elle tenait, donc moi je suis descendu après lui et voilà, on largue un peu les amarres, on sait que c'est potentiellement dangereux mais on y va, et puis la corde en fait elle était en super bonne qualité. Et donc après on continue, la corde elle était encore un peu accrochée et on remonte après donc dans une suite un peu de
de rampes assez faciles. Donc là voilà, on avance assez vite, c'est super sympa. Et pour aller rejoindre le pied des autres difficultés très connues, les dalles grises. Donc là on sait qu'on va se lancer dans ces 3 à 4 longueurs assez dures dans des dalles. Et donc on reste dans le niveau 6A. Mais vu qu'on est sur plutôt des dalles, en fait c'est des parois c'est des murs assez lisses. On sait que les protections ça va être compliqué de les trouver. Et en fait il y a déjà un peu des pitons en place. Donc les protections qu'avaient mis les premiers ascensionnistes, enfin les suivants. Et on va se servir de ces protections là et souvent on peut pas trop en mettre plus. Donc faut faire confiance au terrain, il faut suivre ces protections. Et donc voilà, Luc fait la première longueur, il s'en sort super bien et moi je pars dans la deuxième. Et en fait j'ai suivi ces fameux pitons et je me suis vite retrouvé trop à droite et je trouvais ça un peu bizarre. C'était de plus en plus dur, c'était un peu sale le caillou. Et en fait à ce moment-là on voyait super bien la cordée de Ben qui progressaient dans la grande paroi, donc dans leur voie, ils étaient à droite de nous, mais finalement ils étaient à plusieurs centaines de mètres de nous, voire peut-être 1000 mètres. Mais on les voyait, ils étaient au soleil, c'était trop bien, nous on était à l'ombre, moi j'étais dans ma partie un peu délicate où il n'y avait pas trop de protection. Et là j'entendais crier « ça va !» Et donc on pensait que c'était Ben qui nous demandait si ça allait, enfin, et nous on disait « ouais ça va, ça va !» Et en fait... quand on est rentré quelques jours après, Ben il nous racontait qu'il voyait qu'on n'était pas au bon endroit et il nous criait c'est pas là, c'est pas là. Et donc nous on leur disait si ça va, ça va. Et c'était assez marrant en fait. Après coup on se dit ah bah ouais c'était pas si bête le moment où il nous a parlé, mais finalement j'ai réussi à faire un relais. Loïc m'a rejoint et puis lui il est reparti dans la longueur d'après et en fait on rejoignait assez facilement la rampe suivante. Donc au final on s'est pas trop perdu et on s'en est plutôt bien sorti. Et donc là en fait on continue, on monte vraiment beaucoup là, ça avance bien. Et en fait on se retrouve assez rapidement au pied du névé triangulaire. Donc quand on regardait aux jumelles c'était déjà assez haut dans la paroi. Et en fait là je regarde ma montre, je vois qu'il est midi. Je me dis on est au névé triangulaire, en fait c'est super, on a été super vite, on va sortir vraiment tôt, tout se passe bien. Et là je regarde quand même l'altimètre et je vois qu'on est à 3700 mètres d'altitude. Donc en fait on a fait 700 mètres. Donc je me dis bah c'est super, sauf qu'en faisant un petit calcul rapide, je me rends compte qu'il nous reste encore 500 mètres. Et là je me dis ah bah non en fait on n'est pas du tout encore en haut. Déjà les voies, j'avais pas fait beaucoup de voies de 500 mètres dans ma vie. Et quand t'en fais une c'est déjà un bon projet. Et là tu dis bon on a fait 700, il nous en reste encore 500. Donc en fait il est midi mais on va sortir super tard. Donc là en fait c'est un peu l'ascenseur émotionnel, t'es tout content. Et puis d'un coup en fait tu te reprends un peu une gifle en disant bon bah c'est toujours pas fini. Et donc faut rester vraiment concentré quoi. Il n'y a pas de moment où on se dit bon bah là on est tranquille. Mais on a quand même profité, c'était midi, ça faisait déjà depuis 1h du matin qu'on était debout. Donc on a mangé un bon morceau et on était au soleil là, c'était bien, on a quand même profité. Et le terrain était quand même un peu moins raide, donc on a pu poser les sacs, enfin on était bien. Et on a mis nos chaussures. Donc là on était en chaussons jusque là. Et là on met les grosses chaussures de montagne parce qu'il y avait ce fameux névé triangulaire, c'est qu'en fait c'est de la neige. Donc on a mis les chaussons et les crampons. Là c'était un peu la partie facile parce qu'en fait on a juste à remonter dans une pente, c'est pas très raide. Et puis il n'y a pas de difficulté. Donc lui qui était devant, moi je le suis. Et là on était encore content d'avoir eu les infos de Ben parce que en fait on savait qu'il fallait rejoindre un espèce de dièdre rouge. Ils appellent même ça les cheminées rouges. Le problème c'est qu'il faut surtout pas les rejoindre au tout début, il faut les rejoindre au milieu. Donc en fait ça fait peut-être 90 mètres ces cheminées. Et il faut les attaquer à 40 mètres. Et si on les attaque au tout début, c'est super dur, le terrain est tout pourri. Et Ben, en fait, il nous a raconté qu'avec sa cliente, il avait attaqué cette voie-là. Et il a mis 1 heure pour faire les 40 mètres. Il s'était fait super peur, c'était vraiment du terrain pourri. Et en plus, il y a une corde à l'intérieur de ces cheminées. Donc ça donne envie d'y aller. On se dit, c'est là, c'est forcément là. Et heureusement, on n'y a pas été. Heureusement, on a suivi ses conseils. Parce qu'en fait, en contournant par la neige, c'est beaucoup plus facile. Et après, on grimpe dans du rocher assez bon. Donc Louis qui arrive au haut de la neige. Après, moi, je pars dans cette fameuse longueur super sympa qui nous permettra de rejoindre les cheminées rouges. Et je fais mon relais en arrivant dans la cheminée. Et donc Louis qui lui restait plus qu'une seule longueur à faire dedans. Et c'est vrai que c'était du rocher pourri. En plus, il y avait de la glace.
Du coup, on patinait un petit peu. Fallait jumeler entre les prises de rochers pour les mains et les pieds, puis éviter de mettre ses pieds dans la neige et la glace. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était dans des conditions sympas pour les chutes de pierre, parce que la neige, elle retenait bien les pierres. Mais en fait, que c'était un peu difficile à grimper parce qu'il y avait un peu trop de neige par rapport à des bonnes conditions. Et donc là, on avance et on passe un peu les dernières difficultés. Et en fait, à partir de ces moments-là, on sait qu'on est en haut. En gros, le topo, il indiquait 37 longueurs. Là, on en avait peut-être fait 35. On se dit, bon, ben voilà, c'est fini. Et le topo, il nous a un peu perturbé parce qu'il mettait, après de la 37e longueur, il y avait quelques petits pointillés sur le dessin. Puis c'était marqué, voilà, petite longueur, c'est fini. Donc, on arrive en haut de cette 37e longueur. Et là, on regarde le sommet, on fait, ah ouais, mais en fait, c'est encore vraiment loin. Et on fait, bon, si le topo, il dit que c'est 37 longueurs et que c'est fini après, en fait, c'est peut-être un effet d'optique, on est en haut, il n'y a pas de problème. Et Loïc, il part sur une longueur, en fait, il a fait 100 mètres de longueur. Donc, pendant 100 mètres, nous, on avait une corde de 50 mètres. Ça veut dire que les 50 premiers mètres, je l'assure, et les 50 mètres suivants, on est encore tendu, et je le suis, et lui met ses protections. Et on se dit, bon, au bout de ces 100 mètres, il sera peut-être en haut. Et en fait, au bout de ces 100 mètres, il s'arrête, il trouve le moyen de faire un relais, puis il était toujours pas en haut. Donc moi, je pars pour la suite en disant, bon, ça devrait faire 50 mètres, et on sera en haut, ce sera fini. Et donc j'arrive au bout de mes 50 mètres, et lui, il me fait, bon, on est en bout de corde, donc je fais, bon, vas-y, pars. Et on se retrouve encore tendu, et en fait, j'étais dans des... En fait, finalement, c'était beaucoup plus dur que prévu. On s'est retrouvé, c'était dans l'équivalent du 5B, mais dans du rocher un peu pourri. Et puis surtout, on est encordé encore tendu. On a quelques protections pas très bonnes entre nous. Enfin, la chute, elle est vraiment pas top. Et donc, en gros, on avait prévu de finir 200 mètres plus bas. Et on était toujours là en train de galérer à se dire, mais quand c'est que ça se finit? Donc, en gros, après R37, il reste 200 mètres d'escalade. Et en fait, d'un coup, ça c'est assez improbable, c'est qu'à la fin Enfin, moi je grimpais, et d'un coup, j'arrive dans une petite pente de neige, donc il y a même pas 10 mètres. Et en haut de cette pente de neige, je sors la tête et là je vois l'Italie. Et en fait, d'un coup, j'ai fini. Donc là, c'est la joie, je me mets derrière dans la neige. Il y avait un trou de gens qui avaient dû dormir, un bivouac, et donc je m'assois dedans pour assurer mon pote parce que j'avais pas d'autre moyen de faire un relais. Puis là, je l'assure, et là, je me souviendrai toujours de sa tête. Il sort au sommet, et là, les deux bras levés au ciel, et là, il était trop content parce que lui aussi, il s'attendait plus à ce que ça se finisse. Et puis voilà, quand t'arrives là, tu sais que t'as quand même fait un gros morceau. Enfin, il y a encore toute la descente, mais le plus dur est derrière nous. Et donc là, c'est vraiment super. Et on regarde la montre et en fait il est 15h15. Et donc on est trop content parce que la veille au refuge, la gardienne elle arrêtait pas de nous dire ouais, vous allez voir, la plupart des gens ils sortent à 19h en partant à minuit, c'est super long. Si vous sortez à 19h, ce sera la moyenne. Si vous sortez avant 16h, ça sera vraiment extraordinaire et là je vous payerai une bière. Et donc là on regarde, on fait il est 15h15, on a le droit à une bière. Et c'était la première fois qu'on avait du réseau, qu'on avait déjà du soleil aussi pour profiter. Donc moi j'allume mon téléphone et là je vois plein de messages en absence de ma mère qui vit aux États-Unis, qui savait que je partais faire cette course dure mais qui savait pas trop ce que c'était non plus. Et là je voyais, elle avait écrit sur le WhatsApp de la famille, alors vous avez des nouvelles, Et en fait j'avais depuis 5h du matin des infos de est-ce que vous avez des nouvelles. Et donc là j'ai pu envoyer un message à toute la famille pour leur dire c'est bon, on est au sommet, tout va bien. Et même mon père qui a pratiqué quand il était jeune, je sentais qu'il était un petit peu, il voulait avoir des informations aussi. Enfin, il voulait savoir si on était arrivé en haut. Maintenant, il faut attaquer la descente. Et au coin de notre tête, on commence à se dire qu'on va peut-être pas dormir au refuge, parce qu'en fait, la plupart des gens qui le font à la journée, ils sortent, donc ce que je disais, vers 19h au sommet. Et en fait, c'est tellement long la descente qu'il faut encore dormir dans un refuge au retour. Et là, on se dit, il est 15h, potentiellement, si on va assez vite, on va arriver à Courmayeur, donc de l'autre côté de la vallée, plus tôt que prévu. Et on va pouvoir rentrer à la maison ce soir, et ça, c'est quand même vraiment cool. Et le problème, c'est qu'il y avait le tunnel du Mont Blanc qui fermait à 22h pour des travaux.
Donc nous, ça nous gênait pas de finir à 23 heures en bas. Le problème, c'est que si le tunnel est fermé, ça servait à rien. Donc en fait, on savait qu'on pouvait arriver en bas, mais qu'il fallait quand même se dépêcher parce que il y avait cette contrainte du tunnel. Et donc là, on attaque la descente. Et en fait, je dis à Loïc, bah écoute, tu l'as déjà fait, parce que lui, il avait déjà fait la traversée. Donc depuis la dent de Gigan, en fait, on peut traverser jusqu'au Grand Joras, et puis on redescend par cette voie là, celle qu'on allait faire à descendre, c'est la voie normale de. Normalement, les gens montent par là, et c'est la voie la plus facile. Et donc il avait déjà faite. Et je lui fais, bah écoute, je te laisse diriger la descente, tu l'as déjà fait, je te fais confiance, je te suivrai. Et donc il s'engage, et là ça me paraissait bizarre parce que sur le topo j'avais pas du tout regardé, il fallait descendre dans. On est redescendu directement dans un couloir de neige derrière le sommet, alors que normalement il fallait traverser. Je suis bon, je vais lui faire confiance, c'est pas grave. Et là on commence à descendre, et c'était de plus en plus raide, et on était dans une pente de neige, et je me dis bon bah là on s'est planté, c'est sûr, super, on avait fini, tout allait bien, et en fait on repart dans des difficultés. Et donc là on se retrouve dans la descente, c'est censé être super facile à sortir notre deuxième piolet. Et en fait, il s'est avéré qu'on a pris un raccourci qui se prend de temps en temps en début de saison, et là exceptionnellement il est encore en condition. Donc en fait, au lieu de faire un grand détour, et ben on descend tout droit dans un couloir de neige et on passe à côté d'un énorme sérac. Donc un sérac, c'est un gros morceau de glace qui fait plusieurs dizaines de mètres de haut, qui s'effondre régulièrement. Et en fait, on s'est retrouvé à passer à quelques mètres de lui, mais si on avait pris le chemin classique, on aurait dû passer en dessous. Donc bon, d'un côté, on était un peu plus en sécurité sur le côté qu'en dessous. Mais on s'est quand même retrouvé dans cette pente de neige à désescalader, alors que c'était pas du tout prévu. Et là, moi j'ai un peu lâché mes nerfs, je lui ai un peu dit que j'étais pas content d'être là, que c'était pas normal. Et lui il me disait bon bah je sais, j'ai compris, mais maintenant on est là, on descend, et moi je sais pas pourquoi, je continue à lui dire ouais c'est pas bien, c'est pas bien. Mais finalement on est arrivé en bas, et puis voilà, j'ai dit bon bah ok, t'avais bien, on a bien fait de passer par là, on a gagné pas mal de temps. Mais c'est vrai que j'ai un peu c'était un peu le moment où je relâchais la pression de la montée, puis que j'avais pas envie de me retrouver dans une situation encore délicate. Et donc là, on arrive tout en bas des rochers, des derniers rappels, on arrive sur le glacier. Et là, en fait, il nous restait plus grand chose. On était encore sur des névés, et c'est là où on a eu de la chance. C'est que, en gros, c'était de la neige bien molle en fin d'après-midi, qui va super bien descendre, et on s'est mis sur les fesses. Et en fait, jusqu'au refuge, du glacier jusqu'au refuge, il y a quand même bien quasiment 500 mètres de dénivelé. Ben, on est descendu que sur les fesses. Et en gros, on a mis 30 minutes au lieu de mettre peut-être 2 heures. Donc on était trop contents, on arrivait tout mouillé au refuge, mais par contre on était là, c'était fini. Et à partir du moment où on arrive au refuge, bah là après c'est que du caillou, il n'y a plus de neige, il n'y a plus aucun danger. Et là c'était 18 heures. Et donc là au refuge, on s'est permis une petite pause. On s'est dit bah on va aller boire un coup avec le gardien. Et en fait, lui, quand il nous a vu arriver, il nous a demandé d'où on venait. Et là, on lui a dit, il a fait waouh, c'est super et tout. Et il est parti. On a fait, mais qu'est-ce qu'il fait? Et là, il revient avec 2 canettes de coca et une photo, en fait, la photo en poster des 3 premiers ascensionnistes. Et il nous a dit, venez, je vous prends en photo avec ce poster. Et il nous a offert un coup. Nous, on voulait pas, on voulait lui payer un coup. On était trop contents. Et lui a dit, non, non, c'est tellement bien que vous soyez là et tout. Et du coup, on est resté une demi-heure avec lui. À faire nos sacs, à un peu parler. Et puis on avait toujours par contre une petite pensée pour nos potes qui étaient encore dans la voie à côté, de l'autre côté, dans la voie dure. Parce que nous on était sortis assez vite, mais on les avait vus encore assez bas. Et on s'est dit, bon bah là, j'espère que ça va aller et tout. Et en fait, à 18h30, quand on était au refuge, ils nous appellent. Et là, ils nous font ouais, les gars, on est au sommet, trop bien. Par contre, il est bientôt 19h. Est-ce que vous pouvez dire au gardien qu'on va venir dormir chez lui et qu'on va arriver tard? Et donc, on a tout expliqué au gardien qui parlait pas très bien français, donc c'était un peu compliqué. Enfin, il parlait que en italien et nous pas trop. Et on lui explique que les gars, ils vont arriver à 22h. Et en fait, lui, il était tout content. Il a dit, mais il n'y a pas de problème. Et en fait, il les a attendus et ils nous ont raconté après qu'ils sont arrivés à 22h. Il leur avait fait un énorme festin et que c'était super. Et donc nous on avait nos potes en sécurité, nous on avait fini aussi, donc on savait que voilà le retour ça allait être tranquille. Et on est redescendu en vallée assez vite, et à 20h on était tout en bas. Et là il y a la copine de Loïc qui est venue nous chercher en voiture, et voilà, là on pose notre sac, c'est fini, il est 20h et on est parti 19h plus tôt. Et là on est trop content, et puis bah voilà, après on se retrouve à Chamonix à boire des bières, à manger un gros burger.
À 23h, moi j'arrive chez moi, je pose mon sac, je vais me coucher. Et le lendemain matin, à 9h, j'étais de retour au boulot et frais pour raconter mon histoire à tous mes collègues et avec le sourire jusqu'aux oreilles. Quand t'es avec des copains en montagne, en fait, moi mes meilleurs potes, c'est aussi mes compagnons de cordée. Tu vis des choses tellement fortes que derrière, ta relation, elle est vraiment plus forte et il y a beaucoup plus de choses qui se passent. C'est quelque chose que j'ai remarqué même avec les clients. En fait, quand tu vas en montagne et que t'emmènes des gens que tu connais pas forcément, tu partages des choses tellement fortes que tu vas très vite parler de toi, tu vas rentrer très vite dans l'intime. Tu découvres en fait comment est l'autre. Et c'est ça qui est assez fort, je trouve. Et c'est aussi pour ça que je suis allé avec Loïc. Et que l'autre coup, j'avais été avec un super copain, un guide avec qui je suis tout le temps. Et que mes compagnons avec qui je fais des choses régulièrement. Tu te fais tellement confiance. Enfin, on peut pas se mentir à ce moment-là, en fait. Merci encore Mickaël pour ce partage et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On se donne rendez-vous à très vite pour une autre histoire de sportif. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, nous mettre des étoiles sur Apple Podcast comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas non plus la chaîne des conseils de sportifs. Vous y retrouverez Sandrine avec des experts et des passionnés. À bientôt.